Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette première émission d'Archivécu, une série de 13 émissions, dans le cadre de laquelle on essaiera de lever le voile sur un certain nombre de personnalités d'un monde assez peu connu, c'est-à-dire le monde de l'archivistique. Je m'appelle Carole Couture, je suis directeur du service des archives de l'Université de Montréal et je suis professeur à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de la même université, responsable plus précisément de la formation en archivistique. Sans plus tarder, dans le cadre de cette émission, je voudrais vous présenter M. Jean-Yves Rousseau, qui est notre premier invité. M. Rousseau est directeur adjoint du service des archives de l'Université de Montréal. M. Rousseau, peut-être que ça peut vous paraître impromptu, mais j'aimerais vous poser une première question qui nous permettra de voir un petit peu quel a été votre cheminement au niveau du monde des archives. Et j'aimerais que vous nous disiez en quelques mots ce qu'étaient pour vous les archives avant d'avoir à y travailler dans ce domaine qu'on connaît bien maintenant à l'université, le domaine des archives. Oui. Alors, pour moi, ma première expérience, mon premier contact avec le monde des archives s'est effectué alors que j'étais étudiant en histoire à l'Université du Québec. Alors, c'est la première fois, dans le cadre de ces études, c'est la première fois où j'ai pris contact avec les archives. Et à l'époque, pour moi, les archives, c'était les documents historiques. C'était les documents accumulés là, par une organisation ou par une personne il y a très, très, très longtemps, et qui étaient documents qui étaient conservés comme à titre de témoignage ou de valeur historique, comme témoins de ce qui s'était passé à une certaine époque. À ce moment, les archives, pour vous, étaient véritablement, si on peut s'exprimer ainsi, le bout de la ligne d'une production documentaire, sans que vous ayez déjà à vous préoccuper de ce qui était arrivé avant avec ces documents-là. Absolument. Au point de vue de la formation, comme c'est une émission où on va essayer de regarder ensemble le vécu d'un archiviste, vous me disiez que vous avez été formé en histoire à l'Université du Québec à Montréal. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer sur la formation que vous avez eue? Est-ce que vous avez suivi, par exemple, dans ce cadre-là, des cours en archivistique ou une formation en archivistique? Oui, déjà à l'époque, il y avait des cours, en fait un cours qui existait dans le cadre du baccalauréat en histoire de l'Université du Québec, et c'était un cours en archivistique qui était donné à l'époque par M. François Baudin, qui amenait les étudiants à mieux connaître et à développer peut-être une espèce de réflexe là, face aux archives. Est-ce que l'idée que vous faisiez des archives a pu être transformée au moment où vous avez suivi ce cours-là, ou si c'était le côté traitement des documents historiques qui était mis en valeur? C'était le côté traitement des archives historiques et sensibilisation aux archives historiques qui était mis en valeur dans le cadre de ce cours. Alors, mon premier contact avec les archives n'a pas du tout... n'est pas venu à l'encontre des notions que je pouvais avoir à l'époque. Donc, ça confirmait, en fait. Votre formation de base en est une en histoire. Oui. Vous avez, par la suite, je crois, suivi des cours en administration. Par la suite, j'ai suivi des cours en administration à l'École des hautes études commerciales à l'Université de Montréal. Et j'ai également suivi d'autres cours en archivistique, enfin ceux qui se donnaient là, à l'époque. OK. Il y a aussi une époque importante dans votre vécu, c'est-à-dire les différentes expériences professionnelles que vous avez vécues, c'est-à-dire les travaux que vous avez poursuivis, je crois, à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Montréal avec les Sœurs de Saint-Joseph. Alors peut-être que vous pourriez un petit peu nous expliquer en quoi consistait votre travail d'archiviste à ce moment-là. En fait, ce premier travail confirmait en quelque sorte toutes les notions que j'avais pu acquérir sur les archives. Mon premier travail se situait au niveau d'un dépôt d'archives historiques constitué par le soin des religieuses hospitalières de Saint-Joseph, ou plus précisément à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Alors, on y conservait, et on y conserve toujours, des documents remontant au tout début de la colonie, c'est-à-dire depuis la fondation de Montréal, et même antérieurement à cette fondation, jusqu'à nos jours. Alors, on y conserve des documents, en gros, de 1642, allant de 1642 à nos jours. Donc, cette expérience poursuivait l'idée que vous vous étiez faite
des archives dès le départ. Et encore là, l'insistance a été mise sur le traitement des archives historiques. Oui, à l'époque, pour moi, un archiviste, c'était une personne qui travaillait dans un dépôt d'archives historique. OK. Et par la suite, vous êtes allé travailler à la curatelle publique. Et c'est peut-être à ce moment-là que votre côté, disons, gestionnaire ou le côté administrateur comme tel, ou l'intérêt que vous avez pour tout le côté administratif, la valeur administrative des documents s'est développée. C'est en plein ça. Pour ce qui est de la curatelle publique du Québec, il fallait monter, concevoir des systèmes de gestion documentaire permettant aux administrateurs d'avoir les bons documents, les bons dossiers au bon moment, et ce, très rapidement. Et à ce moment-là, est-ce que pour vous, ça a été, jusqu'à un certain point, une découverte d'une nouvelle facette de l'archivistique qui était peut-être appréhendée? Vous saviez que les documents venaient bien de quelque part à un moment donné, mais là, vous étiez véritablement à pied d'œuvre dans le milieu où on produisait ces documents-là. J'ai en quelque sorte maintenant découvert que la génération spontanée des documents ayant une valeur historique, ça n'existait pas. Que les documents étaient tout d'abord créés par des administrateurs pour des besoins administratifs ou légaux ou financiers. Et que par la suite, ils pouvaient peut-être acquérir une valeur historique. Donc, c'est à ce moment-là dans votre carrière que le côté traitement des documents pour leur valeur administrative est venu se greffer à l'idée que vous vous étiez faite au départ de l'archivistique. Oui, quoique déjà à l'Hôtel-Dieu de Montréal, nous avions constaté qu'en certaines occasions, certains notaires pouvaient revenir aux archives historiques pour tenter de retracer certains actes permettant d'identifier des droits de propriété, des titres de propriété sur des terrains ou d'autres exemples. Donc, et ça me permettait déjà de me poser des questions. Les archives historiques n'étaient peut-être pas tellement historiques que ça, en ce sens que même les administrateurs pouvaient s'en resservir, et même cela peut-être des centaines d'années plus tard. Donc, leur valeur administrative était encore valable à ce moment-là. Oui, même certainement. si ces documents-là n'étaient conservés que, ou surtout pour la valeur historique. Surtout pour la valeur historique, mais je me suis rendu compte qu'ils pouvaient à nouveau servir pour des fins financières ou légales, prouver des titres des droits de propriété. Mm-hmm. Par la suite, je sais que vous avez travaillé au chantier des Jeux olympiques. Vous avez travaillé aussi dans une compagnie de consultants qui est la compagnie ABBDL, avant de vous joindre à l'équipe de l'Université de Montréal. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces expériences-là? Est-ce que ça a été une poursuite dans votre découverte, disons, de cette nouvelle facette de l'archivistique? Oui. Pour ce qui est du chantier olympique, je travaillais plus précisément pour la firme des Audits Duranceau qui avait senti le besoin d'engager un archiviste de façon à mieux orienter, mieux axer la conservation des documents, mais encore là, des documents administratifs, des documents de chantier, finalement, des documents qui étaient générés sur place même, là, dans le chantier olympique. Et là, c'était pendant que les événements se vivaient que vous aviez à travailler sur la documentation qui était pendant que le chantier se construisait, j'étais sur le chantier, sur place, et je tentais de régler le plus possible, parce que ça a été une période assez difficile, les chantiers olympiques. En tout cas, au niveau de l'archivistique, ça a été une période difficile, et je tentais de régler du mieux que je pouvais tout ce qui s'appelait archives sur le chantier olympique. Et chez ABBDL, est-ce que ça a été un petit peu le même genre d'expérience? Non, c'était beaucoup plus positif. En fait, ABBDL, c'est une firme d'ingénieurs conseils assez dynamique et assez importante, tant sur le plan québécois que canadien et même international. Alors, chez ABBDL, on avait des quantités assez impressionnantes de documents, et on a engagé un archiviste, qui était, en l'occurrence, moi-même, pour mettre de l'ordre, pour monter des systèmes permettant de mieux repérer, de déterminer ce qui serait conservé par la firme, finalement, aussi. Qu'est-ce qui serait conservé par rapport à la masse documentaire totale, qui était assez volumineuse à l'époque. Donc, je crois que ça nous situe bien le Jean-Yves Rousseau, qui est relativement bien connu dans le domaine de l'archivistique. Ça nous situe à savoir qu'il a eu d'abord, il a touché l'archivistique par le côté historique, ou par le côté de la valeur historique des documents, et vous êtes venu tranquillement par diverses expériences vécues à toucher le côté administratif, c'est-à-dire le document pendant qu'il a sa valeur administrative, pendant qu'il est utilisé pour les raisons pour lesquelles il a été créé. Oui. Et ces expériences-là vous ont amené
à travailler ou à vous joindre à l'équipe à l'Université de Montréal. Est-ce que vous pourriez rapidement nous donner quelques bribes d'informations sur les expériences que vous vivez présentement à l'Université de Montréal? Alors, lorsque j'ai commencé à travailler à l'Université de Montréal, il y a déjà presque 10 ans, c'était à titre d'adjoint au directeur du service des archives et j'avais comme mandat de m'occuper de la gestion des documents sur l'ensemble du campus. Et je dois dire que c'est un travail passionnant, très intéressant, en ce sens qu'il y a une grande multiplicité de systèmes. Il y a de nombreux contacts à établir avec les administrateurs, les divers administrateurs qui gèrent ces systèmes ou qui se trouvent dépourvus face à l'inexistence de systèmes permettant de repérer l'information. Alors, je dirais que c'est ce qui me semble le plus intéressant, ça, de ce côté-là. Le contact humain et le désir de faire progresser le domaine. Et cette expérience-là vous a amené à plusieurs reprises aussi à vivre d'autres genres d'expériences dans le domaine de la formation. Alors, je crois que vous êtes impliqué dans les cours aussi en archivistique. Bien, je donne actuellement 2 cours au certificat en archivistique qui se donnent à l'École de bibliotéconomie et des sciences de l'information. Je donne un cours portant sur la création des documents et le calendrier de conservation. Et un deuxième cours qui porte sur l'étude des besoins dans le domaine de l'archivistique. Et tout ça vous a amené à un moment donné à écrire, à participer à la mise en place d'un livre en archivistique qui s'appelle « Les archives au 20e siècle ». Oui, qui a été vendu à plusieurs milliers d'exemplaires. Je crois que c'est 4000 exemplaires, si ma mémoire est bonne. On peut dire que c'est un succès de librairie. Et personnellement, je considère que pour un livre aussi, je dirais technique quand même, là, c'est vraiment... j'ai été un peu surpris de voir que le livre se vendait aussi bien et qu'il était si bien accueilli par tous les milieux, autant les gens qui œuvrent dans le domaine des archives historiques, plus traditionnelles, et même dans le domaine de la gestion des documents. Mm-hmm. Et vous avez animé aussi plusieurs sessions de cours dans les, je crois, dans les commissions scolaires, dans les municipalités. Ça, c'est un autre aspect de l'expérience que vous avez vécue, c'est-à-dire un côté formation au niveau universitaire qui est un petit peu plus encadré, disons, mais je pense que vous avez aussi travaillé beaucoup au niveau de sessions de formation. Oui, surtout, je dirais, depuis 3 ans, à cause du phénomène qui a été engendré par 2 nouvelles lois qui touche directement, qui touche de plein fouet l'archivistique, c'est la loi 3, loi québécoise, dite loi sur les archives, qui oblige presque 4000 organismes publics et parapublics québécois à adopter un calendrier de conservation, à adopter une politique concernant leurs archives, concernant la protection, la conservation de leurs archives. Okay. Et également une autre loi qui oblige à produire une liste des documents suffisamment précise pour que monsieur tout le monde, toute personne puisse se retracer un document ou un dossier. Alors c'est très intéressant. Nous reviendrons tout à l'heure, après une pause, à voir de plus près ces différents sujets-là. Avez-vous déjà perdu un document important que vous aviez pourtant si soigneusement classé? Est-ce qu'après de nombreuses recherches, vous l'avez finalement retrouvé? Pour retrouver des informations qui permettent de prendre de bonnes décisions, offrez-vous une formation pour gérer votre information avec compétence. L'Université de Montréal vous offre cette formation. En effet, l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information vous propose un certificat en archivistique. Les cours se donnent le soir et peuvent être complétés en une année si vous le désirez. La demande d'admission doit se faire avant le 1er novembre pour le semestre d'hiver ou avant le 1er mars pour la session d'automne. Demandez votre formulaire d'admission en nous rejoignant à Montréal au 343-7076, 343-7076 et retrouvez le sourire. Alors, tout à l'heure, on s'est laissé sur la participation que vous aviez eue dans la mise en place du manuel des archives au 20e siècle. J'aimerais que vous nous expliquiez aussi les différentes implications, rapidement, que vous avez eues dans le monde professionnel de l'archivistique, les travaux que vous avez pu faire au sein de l'Association des archivistes du Québec ou ailleurs. Au sein de l'Association des archivistes du Québec, j'ai milité au sein de nombreux comités, dont le dernier a été le comité de formation,
où vraiment tout était à faire au niveau de la mise sur pied d'un programme en archivistique, d'un programme d'établissement de cours en archivistique. Et je suis assez fier des résultats que ce comité-là a générés depuis quelques années. Par exemple, il y a des cours qui se donnent actuellement à l'Université Laval, même s'ils ne font pas partie d'un certificat en archivistique. Il y a quand même des cours en archivistique qui se donnent. Également, la mise sur pied d'un certificat en archivistique à l'Université de Montréal et aussi à l'Université du Québec à Montréal. Maintenant, M. Rousseau, on a fait un tableau de ce que vous aviez vécu dans le domaine de l'archivistique, des expériences que vous avez vécues. On se souviendra qu'au début, je vous posais une question à savoir qu'est-ce qu'était pour vous, au départ, les archives, avant que vous soyez impliqué dans ce domaine-là. Je serais tenté maintenant de vous poser une question qui est un petit peu la même, mais en tenant compte de ce vécu-là, comment vous définiriez maintenant que vous avez vécu toutes ces expériences-là, les archives? Quelle serait votre définition des archives? Eh bien, je dirais, compte tenu, comme vous venez de le dire, de mon vécu, compte tenu aussi des discussions que j'ai pu avoir avec de mes confrères, de mes consoeurs, et également avec des administrateurs ou des chercheurs, je dirais que les archives, pour moi, maintenant, sont constituées des documents qui sont produits par une personne ou par une organisation dans le cadre de ses fonctions, d'abord et avant tout. Et ça, indépendamment de l'âge de ces documents-là. Indépendamment de l'âge. Indépendamment de toute autre considération, pour vous, c'est véritablement l'ensemble des documents produits par une organisation dans l'exercice de ses activités. Dans le cadre de ses activités, dans le cadre de son mandat. Naturellement, certains documents ont encore une valeur administrative et on les utilise en conséquence. Par contre, il y a d'autres documents qui, avec le temps, prennent une valeur historique qui doivent être conservés pour leur valeur historique. Est-ce que dans une... parce que dans une administration, il est probablement difficile un petit peu d'expliquer que ce sur quoi monsieur ou madame travaille, ce sont des archives. Comment vous arrivez à leur faire comprendre ou à leur faire recouvrir cette réalité-là par le mot archive ou par le mot archivistique? D'accord. Disons que le préjugé ou le concept que l'on peut avoir d'archives, le concept que j'avais lorsque j'ai commencé à travailler dans le domaine, est encore existant. De sorte que la première fois que vous parlez d'archives à une personne, on a généralement tendance à assimiler archives à anciens documents. Toutefois, l'expérience me confirme qu'en discutant avec les individus, en leur expliquant ce que c'est réellement, les individus comprennent que les archives sont les documents qu'ils produisent actuellement et que l'archiviste est la personne qui les aide à monter des systèmes. Est-ce que vous faites un certain découpage de ce document d'archives-là quand il passe dans l'administration? Comment vous l'organisez? Comment vous le traitez à ce moment-là? Lorsque le document est dans l'organisation, les grands principes sont qu'on doit voir à ce qu'il soit bien classifié, qu'il y ait les outils nécessaires pour pouvoir les repérer rapidement et efficacement. Par la suite, on voit à ce que les documents qui commencent à perdre de la valeur administrative soient retirés des locaux de l'administration, centralisés dans un endroit, dans un local, qu'on appelle centre de traitement des documents semi-actifs, ou encore carrément aux archives historiques. Alors, vous me parlez là, de documents semi-actifs. Ça veut dire qu'il y a des documents qui sont actifs. C'est en comparaison avec des documents actifs et des documents qui sont moins actifs. Pourriez-vous un petit peu élaborer là-dessus? Les documents actifs sont les documents qui sont couramment utilisés par l'administrateur. C'est la pièce de correspondance ou le dossier que je viens de créer dans le but de prendre une décision ou de prendre une action dans un dossier bien précis. Donc, c'est un document qui est utilisé fréquemment. Fréquemment par l'administration pour les fins auxquelles on l'a généré, pour prendre une action, une décision. Dans un deuxième temps, ces documents-là perdent de cette valeur. Lorsqu'un cas est réglé, lorsqu'un dossier est fermé, on peut le retirer physiquement même des locaux de l'administration et les centraliser dans un endroit équipé en conséquence, tant au niveau de l'équipement que des systèmes, et qui permettent de les conserver à des coûts beaucoup moindres. Les administrateurs sachant qu'ils peuvent récupérer cette information-là en un laps de temps assez court. Et par la suite, le document devient un document inactif. Oui. Et là, on revient à la vision un petit peu que vous aviez au départ. Là. C'est le bout de la lorgnette par lequel la majorité des gens voient les archives. Voilà, et c'est ça, c'est en plein ça. Et lorsque le document devient inactif, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'utilité administrative, légale ou financière, par exemple, il est soit
détruits, soit éliminés physiquement, soit à ce moment-là conservés pour fin de témoignage ou de valeur historique. Et je dirais qu'approximativement 85% des documents sont détruits. Sur l'espace de quelques années, 90% même parfois, de la masse documentaire peut être éliminée physiquement. Maintenant, M. Rousseau, demain matin, on est dans une administration. Vous m'expliquez que les documents sont actifs pour une certaine période, sont semi-actifs, après ça, ils deviennent inactifs. Comment ça s'applique dans la réalité, cette approche-là, ou si vous voulez, cette façon de présenter les archives, si je peux m'exprimer ainsi, en 3 âges différents? Comment l'administrateur peut gérer ce genre d'informations-là en tenant compte de ce principe ou de cette approche? Alors, c'est via un calendrier de conservation des documents que la théorie des 3 âges, qui vient d'être explicitée, peut être véhiculée et appliquée dans une organisation, qu'elle soit grande ou petite, qu'elle soit publique ou privée. Alors, un calendrier de conservation, c'est un outil administratif? C'est d'abord et avant tout, je dirais, un outil administratif qui établit des normes, qui établit des balises quant à la durée de conservation des documents. C'est une norme qui va, je pourrais peut-être vous donner un exemple, tel type de document ou telle série de dossiers va être active pendant 5 ans. À ce moment-là, elle peut être décentralisée elle sera sûrement décentralisée dans les bureaux de l'administration. Par la suite, on pourrait la transférer en semi-activité pendant un certain laps de temps parce que l'administrateur peut y encore avoir recours. Et par la suite, on peut statuer que 10% de cette masse documentaire-là sera conservée aux archives historiques, par exemple, via un échantillonnage, ou qu'elle sera détruite à 100% parce qu'elle n'a aucune espèce de valeur historique. Donc, c'est un outil extrêmement important. C'est, si je peux m'exprimer ainsi, c'est la pierre angulaire de l'archivistique que vous semblez présenter. Je dirais que c'est l'élément majeur en archivistique. Est-ce qu'il y a une obligation qui est faite d'une façon ou d'une autre aux organismes, aux institutions de mettre en place cet outil administratif-là? Dans le Code des organismes publics québécois, il y a maintenant obligation d'adopter et d'appliquer, je dirais surtout d'appliquer un calendrier de conservation pour tous leurs documents. Mais obligation qui vient de la loi sur les archives qui a été adoptée à la fin de 1983 par le gouvernement du Québec. Et cette loi-là oblige tous les organismes publics? Tous les organismes publics et parapublics à adopter un calendrier de conservation, à le faire approuver par le ministre des Affaires culturelles et surtout à l'appliquer. OK. Mais est-ce que quand vous présentez dans une administration la possibilité de mettre en place un calendrier, il y a bien sûr la loi qui les oblige, mais vous devez aussi probablement essayer de démontrer une certaine rentabilité de cet outil-là. Est-ce que, selon vous, dans les expériences que vous avez vécues, est-ce que c'est possible de démontrer une rentabilité de l'application d'un calendrier de conservation? Bien sûr. Les faits démontrent que l'absence d'un calendrier de conservation dans toute organisation, qu'elle soit publique ou privée, génère à chaque année des déboursés supplémentaires en équipement, en espace. Alourdit également les systèmes de classification qui sont déjà en place, de sorte que ça génère des coûts extrêmement importants. Lorsqu'on applique un calendrier de conservation, il y a bien sûr le coût de conception et d'application du calendrier de conservation, mais ces coûts-là sont, à mon avis, rapidement amortis par les récupérations tout à fait très intéressantes que l'on peut faire au niveau des équipements, au niveau des espaces et au niveau de l'allègement des systèmes en place. Est-ce que votre expérience vous amène à voir ces applications-là, ces différentes applications-là, avec un œil optimiste? Est-ce que les gens vont se foutre du calendrier ou si vous croyez que présentement on est en train de s'organiser pour arriver à faire quelque chose de ce côté-là? Je dirais, pour avoir constaté ce qui se passe dans le domaine depuis les 2 dernières années, c'est l'effervescence. Je dirais que une bonne partie des organismes touchés par cette loi-là la prennent très au sérieux et prennent toutes les dispositions pour non seulement concevoir le calendrier, mais pour l'appliquer. Bien sûr qu'il y a des organismes qui n'ont pas vu et qui ne verront jamais l'importance d'un bon calendrier de conservation. Mais je dirais que dans l'ensemble, c'est très positif. Alors, M. Rousseau, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui. Merci bien. Et je suis convaincu que la communauté archivistique retirera beaucoup des témoignages que vous nous avez fournis. Merci beaucoup. Merci beaucoup.